Alors, est-ce qu'il faut continuer à se moquer des religions ? Écoutez, moi j'ai une position qui est très nette là-dessus. On doit pouvoir se moquer de tout, à la seule condition que ça ne touche pas à la sphère où les gens se réfugient pour croire que leur vie n'est pas que leur vie, quoi. Voilà. C'est-à-dire, là, expliquez-nous, parce que j'ai pas bien compris. Là. Je m'explique, je veux dire qu'il y a il y a la sphère du sacré. Oui. Bon. C'est l'intime. Elle est touchable, elle est ridiculisable. Les chrétiens en savent quelque chose, hein, puisqu'ils sont brocardés du matin au soir, on se rappelle Canal+, et le pape, etc. Bon. Mais, je serais assez tenté de dire, moquez-vous, mais n'allez pas au cœur de cible. Ne portez pas atteinte à ce qui fait que des hommes et des femmes peuvent se sentir reliés au surnaturel. Oui. Voilà. Donc vous seriez musulman, imaginons. Oui. Vous seriez atteint. Vous seriez croyant musulman, vous seriez atteint. Je pourrais être blessé, mais c'est pas pour autant que j'irai tuer, qu'on se comprenne bien. Hein. Oui. C'est pas pour autant que j'irai manifester. C'est pas pour autant que j'irai casser. J'aurais peut-être par exemple, je vais être très direct, moi. Très direct, comme dirait le boxeur. Hein. Oui. Quand on se moque de la religion chrétienne, quand j'apprends par exemple que dans une église de Carcassonne, des petits jeunes qualifiés de trublions par le Midi Libre vont caillasser des fidèles en prière. Ça me fait mal. Bon, maintenant ça me rend pas hystérique, c'est pas pour autant que j'irai dire qu'il faut brûler le journal. Bon, c'est une petite souffrance intime, quoi. Alors, quand cette souffrance intime, elle touche au nationalisme religieux, donc quand même Malraux nous avait prévenu qu'il faudrait se méfier, hein. Rappelez-vous, hein. Je m'inquiète et je dis qu'il y a un problème d'opportunité, qu'il y a forcément des moments où on n'a pas raison d'aller provoquer, voilà, et je trouve que ce qu'a fait Charlie Hebdo, puisqu'on parle de Charlie Hebdo, là, bien sûr. Je trouve que c'était pas le moment, quoi. Bon, il y avait probablement d'autres moments pour montrer qu'on est capable de brocarder, quoi. Pour moi, c'est une opération commerciale, hein. Très clairement. Est-ce que vous êtes islamophobe ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je suis même un connaisseur de la civilisation arabo-musulmane. Est-ce qu'à vos yeux, l'islam est dangereux pour la démocratie ? Tahar Benjeloul, hier dans Le Monde, hein, il écrit, hein, il dit que quand même le problème de la religion musulmane, quand elle est mal comprise, comme c'est le cas des salafistes, hein, qui sont des littéralistes, hein, pour eux on est encore au 7e siècle, hein, bon, c'est l'idée de soumission. Hein, la population des croyants est soumise à l'idée de communauté des croyants. C'est un peu comme quand le fascisme veut soumettre les gens à la nation, quoi. Hein. Il peut y avoir une tentation. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la provocation aussi quand Marine Le Pen nous dit on oblige les écoles à servir du halal ? Est-ce que c'est pas de la provocation ? Mais non, parce que moi je suis... Ou du kasher. Mais non, parce que moi je suis contre le fait qu'on serve du kasher, contre le fait qu'on serve du halal, ou contre le fait qu'on serve du poisson le vendredi. Bon, rappelez-vous quand même, quand les pères fondateurs de... Mais il n'y a aucune obligation à servir du poisson le vendredi ou à servir du halal ou du kasher. Parce que les chrétiens font les chrétiens ne font pas chier le monde. Aucune. Mais dans beaucoup d'écoles, on sert encore du porc. Oui, alors où est le problème ? Ben non, mais je vous dis, mais c'est de la provocation, n'est-ce pas de la provocation quand Marine Le Pen laisse croire à tout le monde que dans les écoles, maintenant, on est obligé de servir de la viande halal ou de la viande cachère. Il y a des écoles où la demande est faite. Hein. Il y a des écoles où la demande est faite, où parfois on remplace à la demande, mais... Non, il faut être honnête. Dans le Gard, dans votre arrondissement, dans votre département, circonscription, est-ce que dans les cantines des écoles, on sert systématiquement de la viande halal ou cachère ? Écoutez, je ne peux pas vous le garantir parce que j'ai pas les données. Vous êtes allé voir ? Parce que je peux en placer une, oui. Bah oui, bon, parce que si vous parlez tout seul, je vous pose une question. Moi, mais non, mais vous me laissez pas le temps d'y répondre. Alors il faut se tenir bien quand même. Il faut se tenir bien. Il faut se tenir bien à la table et au micro. Alors, moi je réponds pas quand j'ai pas d'éléments précis. Bon, donc je suis dans l'incapacité de vous dire si dans le Gard on impose le régime de tel ou tel type religieux, mais les gens le disent. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a quand même des endroits où la réclamation de nourriture religieuse, pour employer un terme qui englobe tout le monde, et qui ne discrimine personne, est imposée. Et ça, de toute manière, sur le principe, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce que le principe fondateur de la laïcité, tel que Gambetta, tel que Clémenceau l'ont élaboré, c'est la neutralité. Donc, offrir les deux, éventuellement, c'est inacceptable. Non. Neutralité de l'État. La laïcité, c'est la neutralité. On est neutre. C'est-à-dire qu'on ne rompt pas le jeûne avec les musulmans. Il y a parfois des plateaux de substitution dans les cantines.
Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord pour une raison très simple, c'est que le principe de neutralité doit s'imposer. Sinon, on va se laisser déborder par le communautarisme et tous les efforts des pères fondateurs de la République seront un jour vains. La neutralité de l'État. Monsieur le maire de Paris, monsieur Delanoë, n'avait pas à rompre le jeûne avec les musulmans, parce que sinon il faut qu'il fasse la même chose avec les juifs, avec les chrétiens, avec les bouddhistes. Ça n'est pas possible. Voilà, une fois pour toutes, imposons le principe de neutralité. Je parle pas de laïcité, moi. Je parle de neutralité. Parce que on parle beaucoup de la laïcité. Oui, au départ, dans les écrits des radicaux de la 3e, c'est la neutralité. L'État est neutre. Voilà. Et ça fait une sacrée différence. Gilbert Collard, lorsque les Qataris viennent investir dans nos banlieues, aider de jeunes chefs d'entreprise, de quartiers, parfois défavorisés, à se développer, à créer leur entreprise, à se développer, vous applaudissez ou pas? Non. Mais pourquoi? Non. Pourquoi? C'est de l'argent impur? C'est de l'argent... Ah bah c'est vous qui le dites, ça. Hein. Non, mais je me permettrai pas de... Je vous demande, je vous pose la question. Oui, mais comme disait Guitry, les questions engagent autant que les réponses. Oui, enfin, ce sont d'abord les réponses qui engagent. Les questions engagent, parce qu'elles sont fondées quand même sur un mécanisme intellectuel. Hein. Ouais, alors moi, c'est que vous êtes engagé en politique à donner des réponses. Mais je les donne. Bon, alors. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui me laisse le temps de les donner. Bon, mais bien évidemment. Bien évidemment. Pour moi, il n'y a pas d'argent impur. Mais je veux dire, la naïveté, elle prépare les pires choses. Ce n'est pas par charité, enfin arrêtez de rêver, ce n'est pas par charité que de l'argent est mis précisément dans les banlieues, ou alors on a un État sur lequel vraiment on n'a rien à dire, qui est un État généreux. Vous pensez que l'argent du Qatar sert la cause musulmane? Je sais pas. Moi. Mais non, mais moi je pense que l'argent sert à quoi? Je pense les investisseurs qataris, ils veulent quoi? Mais ils veulent simplement avoir une emprise. Alors pourquoi faire après? On verra bien. Peut-être que je suis dans un délire paranoïaque et que je me méprends, mais je n'arrive pas à croire que ces gens-là, par charité, voilà, viennent mettre de l'argent comme par hasard dans nos banlieues. Mais attendez, je suis peut-être... Ils mettent aussi de l'argent dans un club de football qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Bien sûr, et c'est encore un moyen de mettre de l'emprise. Alors là, où vous auriez le droit de me dire, n'allez pas trop loin, c'est que je ne sais pas quel type d'emprise. Je ne sais pas. Mais celui qui paie les musiciens choisit la musique, toujours. Alors, quelle musique un jour ils choisiront? Une forme de prosélytisme? Ça peut être du prosélytisme, ça peut être une emprise idéologique, ça peut être une emprise territoriale, mais celui qui paye choisit la musique. Je ne sais pas quelle musique ils choisiront. En tout cas, moi je préférerais quand même que on ait un contrôle sur les capitaux qui sont investis, pour ne pas un jour se rendre compte que on est, comment pourrais-je dire, on est pris financièrement, quoi. On est tenu financièrement. Bon, quand même, vous voyez bien que le pays est à vendre, quoi. Hein. Bon, dans le Bordelais, nos plus vieux vignobles, les Chinois les rachètent. Bon, il y a quand même un phénomène de captation du patrimoine national. Enfin, dans le Bordelais, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. On est d'accord. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs français aussi qui ont racheté. Bon. Non, mais je vous le concède, ça. Bon, les emplois d'avenir réservés aux jeunes de nationalité française, ça fait un tollé à l'Assemblée nationale. Vous maintenez. Vous êtes toujours sur cette même position. Et pourquoi je changerais? Non, mais je sais pas, je vous pose la question. Qu'ai-je dit de criminel? Qu'ai-je dit qu'il me vaudrait de comparaître devant le tribunal de Nuremberg? J'ai dit que la priorité de la priorité devait être aux jeunes Français, quelle que soit leur origine. Quelle que soit leur origine, qui viennent de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, de Russie, de Chine, je m'en fous. Ils sont français. Et subsidiairement, aux ressortissants de la communauté européenne. À peine avais-je prononcé le mot français, je vous jure que c'est vrai, que les parlementaires de gauche ont hurlé. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que les Français vous ont fait? Je vois pas pourquoi, dans un pays où la situation est dramatique, où les impôts sont colossaux, où les sacrifices sont terribles, la priorité des priorités ne serait pas en faveur des Français. Mais c'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Mais c'est ce qu'on appelle tout simplement la préférence nationale. Mais je m'en fous, moi. J'assume. J'assume 2 fois, 3 fois. Alors, je suis pour que les Français en France, d'où qu'ils viennent, ne l'oubliez pas,
et une priorité sur ceux qui ne font que passer et qui n'ont pas qu'un seul pays. Mais, par exemple, vous avez un étranger qui travaille en France, il paie ses impôts. Situation régulière. Ouais. Oui, mais s'il paie ses impôts, il finance ce dispositif. Alors, écoutez, si vous me soutenez, je vois pas pourquoi il n'en bénéficierait pas. Ça c'est le tiroir de la mère Buffet, ça. Non, si vous me soutenez que on taxait aux emplois prioritaires dans les zones défavorisées des jeunes qui paient l'impôt, je vois pas en quoi, puisqu'ils ont l'argent pour être taxés fiscalement, ils auraient accès à la tante, la grand-mère et le grand-oncle. Bien sûr, allez, reculez. Admettez avec l'honnêteté qui est la vôtre que l'argument de l'impôt, honnêtement, on peut y réfléchir. Parce que si on paie des impôts, on n'est pas prioritaire pour un emploi. Faut pas prendre les gens pour des blaireaux quand même.